Alors, je suis Virginie Zera et j'ai créé une chaîne YouTube, Comment devenir maman, que je fais vivre depuis 6 mois pour informer les futures mamans sur la grossesse et les mamans avec leur bébé d'une façon moins médicale, mais tout en donnant des informations factuelles sur l'alimentation, l'allaitement, le bébé in utero, la naissance et comment s'occuper de son bébé. Mes vidéos sont tournées dans la nature pour apporter un aspect naturel tout en douceur aux mamans. Ma chaîne YouTube compte plus de 530 abonnés en très peu de temps. Ma page Facebook, 800 femmes qui me suivent et mon groupe privé Facebook, Comment devenir maman, avec plus de 250 mamans. C'est un groupe bienveillant dans lequel elles peuvent me poser des questions et partager avec les autres mamans de façon tout à fait libre. Je poste régulièrement des vidéos Facebook et Internet et Instagram de ma chaîne YouTube sur des sujets très différents et voici le top 3 de mes vidéos que j'ai postées. Alors la première c'est les pleurs du bébé et particulièrement sur le reflux. La deuxième c'est comment gérer les contractions à la maternité, les premiers signes de l'accouchement et puis mes conseils sur l'alimentation enceinte. Donc je vais d'abord vous faire un petit point rapide sur l'utilisation d'Internet par les femmes enceintes en France et puis après j'arriverai plus sur mon projet. Une étude de Médiamétrie en 2005 nous indique qu'il y a 51,9 millions d'internautes, soit 80% de la population française. Et en l'espace d'une dizaine d'années, la population utilisant Internet a progressé de 40%. Et nous savons qu'Internet est devenu un média incontournable pour les femmes. En effet, 80% des femmes utilisent Internet quotidiennement et ce sont particulièrement des femmes entre 25 et 49 ans. Elles cherchent particulièrement des informations autour de la santé. Et 80% de ces femmes qui utilisent Internet quotidiennement déclarent utiliser en priorité les réseaux sociaux comme Facebook en premier et YouTube pour regarder des vidéos et Instagram ensuite. Alors une évolution marquante est à noter, c'est l'utilisation de vidéos qui a vraiment augmenté ces dernières années avec un visionnage de plus de 20 minutes par jour, autre que de la musique. Et 44% des femmes déclarent utiliser uniquement leur smartphone pour accéder à Internet. Et plus elles sont jeunes, plus elles utilisent leur portable quotidiennement pour naviguer sur le web. On sait que les hommes, eux, vont utiliser plus pour jouer en ligne, mais les femmes principalement pour être sur les réseaux sociaux. Alors une étude du site auféminin.com et TNS Sofres nous montre que les femmes enceintes recherchent encore plus d'informations sur Internet, qui est vraiment leur média de prédilection. Alors il y a 3 études qui ont été faites par des sages-femmes dans le cadre de leur mémoire en 2007, 2012, 2018, donc plus récemment, qui montrent une évolution importante. 20% des femmes recherchaient des informations sur le net concernant leur grossesse en 2007, alors qu'en 2012 et maintenant 2018, elles sont plus de presque 70% des femmes à rechercher des informations sur le net. Elles sont surtout primipare en 2007 et en fait maintenant elles sont multipare en 2012 et même 2018, donc ce n'est plus une question de premier enfant ou pas. Elles vérifient l'information qu'elles trouvent auprès de leur médecin gynécologue en 2012. Elles sont 68% contre 20% en 2007, donc elles vérifient quand même beaucoup plus les informations. Elles sont devenues plus critiques et plus méfiantes. Les femmes en 2007 consultaient principalement le site doctissimo.fr et les chats, les forums. Il y a une évolution de la proposition et du nombre de moyens de s'informer en 2018, bien sûr, depuis 2007 ça a évolué. Une offre beaucoup plus importante ces dernières années. Alors il y a une offre officielle en France avec le site du ministère de la Santé. Et avec la possibilité d'accéder aux agences, aux 10 agences de la santé publique. Et de nombreux sites sont créés par des médecins, des sages-femmes, des gynécologues qui ont vu le jour dernièrement. Il y a des sites appartenant à des éditeurs de magazines comme magicmaman.fr qui a une très grosse communauté de mamans. Il y a plus de 1 500 000 fans et donne une information qui n'est pas vraiment vérifiée par les professionnels. Ou alors, il y a le site aussi qui a été créé dernièrement, mais de l'émission Les Maternelles en France, qui est vraiment une émission spécifique autour des bébés et qui informe les mamans, qui est la seule sur les bébés avec des professionnels qui vont intervenir dans cette émission en France. Il y a de nombreuses associations aussi qui ont créé leur site, comme la Leche League, pour soutenir l'allaitement, ou le site lapetiteemilie.com qui soutient les femmes
confrontées au deuil périnatal ou à l'interruption de grossesse. De nombreuses applications pour smartphone ont aussi vu le jour pour suivre sa grossesse au jour le jour, suivre l'évolution du fœtus avec toutes les questions que les femmes se posent, comme Oui Mom ou alors la grossesse plus ou 9 mois et moins. Des applications aussi pour créer des communautés de mamans et qui se soutiennent et organisent des rencontres comme YouMom qui a vu le jour il n'y a pas très longtemps. Les vidéos sur YouTube ou Dailymotion sont de plus en plus nombreuses autour de la périnatalité. Et ce sont le plus souvent des femmes qui partagent leurs expériences de grossesse et racontent leur vie, leur accouchement au fur et à mesure qu'elles la vivent en fait souvent. Les réseaux sociaux sont énormément développés ces dernières années, particulièrement avec Facebook, qui est le réseau social préféré des futures mamans et des mamans. Alors que cherchent les mamans sur les réseaux sociaux ? Elles cherchent, les femmes partagent leurs appréhensions, leurs doutes, leurs soucis de santé autour de la conception, de la grossesse, l'allaitement et le postpartum dans de nombreux groupes par thème autour de la maternité. Et ce sont des mamans qui parlent entre elles et se soutiennent, se conseillent en fonction de leur vécu ou de leur histoire personnelle. Elles partagent de nombreuses informations sur leurs échographies qu'elles mettent en ligne, leurs analyses, les résultats ou alors les commentaires des médecins pour comparer avec les autres mamans. Elles demandent des conseils ou vérifient qu'elles ne sont pas seules dans leur cas. Ces réseaux sociaux ne font pas intervenir de professionnels souvent, c'est des groupes sociaux. Comme par exemple le quotidien de la femme enceinte. C'est une grosse communauté de futures mamans qui se renouvellent au fur et à mesure que les mamans accouchent. Et les mamans et les futures mamans s'échangent donc leurs conseils et ceux de leurs médecins parfois, mais sans aucune vérification possible sur le bien fondé des informations. L'étude d'une mémoire d'une sage-femme qui date de 2018, réalisée auprès de 300 futures mamans, est très intéressante. Alors le profil des utilisatrices d'Internet pendant leur grossesse dans cette étude était pour 40% d'entre elles entre 26 et 30 ans. Elles ont fait des études supérieures et ne sont a priori pas isolées des hôpitaux ou médecins pour la majorité d'entre elles. Elles se disent entourées par leur famille ou en couple dans la majorité. Elles sont plutôt, par contre, de nature stressée avant leur grossesse. Et donc, leur stress augmente avec la grossesse, même si elles sont entourées. Leur statut professionnel n'influence pas sur l'utilisation d'Internet, qu'elles soient actives, au chômage ou femmes au foyer. Elles sont en 2018 aussi primipare que multipare, plus particulièrement pour le deuxième enfant. Le suivi de leur grossesse par une sage-femme, un médecin traitant ou un gynécologue ne semble pas jouer dans cette étude sur leur utilisation d'Internet pour chercher des informations. Alors les principaux sujets qui sont recherchés sur le net par ces femmes enceintes, au premier trimestre et au deuxième trimestre, on retrouve principalement les mêmes thèmes qui sont sur les règles d'hygiène et de diététique pendant la grossesse, le développement du fœtus et les petits mots de la grossesse. Et au troisième trimestre, elles recherchent encore principalement, les sujets sont principalement sur le développement du bébé, les petits mots de la grossesse, et on a maintenant l'accouchement, l'allaitement et les pathologies de la grossesse, les signes d'accouchement et puis ensuite les règles d'hygiène et de diététique qui arrivent ensuite. On s'aperçoit que les informations sur ce qui se passe après la naissance sont très peu recherchées sur les 3 trimestres de la grossesse. Globalement, les futures mamans se disent satisfaites des informations délivrées par leur médecin, sage-femme ou gynécologue, mais elles ont quand même vraiment le besoin d'aller chercher encore des informations sur Internet. Et pour avoir une information plus détaillée parfois en ce qui concerne par exemple les règles d'hygiène et de diététique pendant la grossesse. Mais les 3 principales raisons qu'elles invoquent pour leur recherche sur Internet sont pour obtenir une information immédiate, pour assouvir leur curiosité, et puis aussi surtout pour se rassurer. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser aujourd'hui, les femmes enceintes disent, pour la majorité d'entre elles, faire confiance aux informations qu'elles trouvent sur Internet concernant la grossesse, même si ces informations ne sont pas sur des sites médicaux officiels. Alors avec ma chaîne YouTube et surtout ma page Facebook Comment devenir maman, j'essaie d'apporter des réponses aux mamans. Je les écoute, je les soutiens, je les comprends, je leur réponds. Et il y a un véritable échange en fait qui se crée entre elles et moi. Et vraiment c'est ce qu'elles recherchent. Et j'ai créé une proposition de suivi personnalisé. Et mon projet que je vais vous expliquer tient d'abord de mon histoire personnelle.
Et ensuite, d'un constat que je me suis fait à force d'aider des mamans avec leur bébé autour de moi. Donc, pour que vous compreniez un petit peu plus, je vais un petit peu vous dévoiler mon histoire en quelques mots. J'ai 48 ans et je suis une maman de 3 enfants. Et mes 2 premiers enfants ont 15 mois et demi d'écart. Et j'ai eu un petit cadeau avec la naissance de mon 3e enfant 12 ans après ma fille, ma dernière. Donc mon petit dernier, il a 7 ans. Et pour tracer, donc j'ai eu un parcours de procréation médicalement assistée pour mon premier enfant avec une FIV au final pour que mon fils voit le jour. Et ce furent vraiment 3 années très compliquées, très éprouvantes pour moi. J'ai eu peur de ne jamais tomber enceinte. Ensuite, j'ai eu peur de perdre mon bébé. J'ai eu du mal à vivre ma grossesse sereinement car j'étais psychologiquement très fragile après ce parcours PMA. C'était donc vraiment difficile pour moi de réussir à bien gérer la naissance de mon bébé tant désiré. Je suis ensuite tombée enceinte naturellement 6 mois après avoir accouché. Un miracle de ne pas avoir à refaire ce parcours PMA, mais en fait pas si simple à gérer pour moi. J'ai donc eu mon premier fils et ma fille très rapprochés et cela a été vraiment très difficile pour moi. Je n'arrivais pas à bien m'occuper de mon fils à sa naissance et je n'avais pas réussi en fait à évacuer tout le stress accumulé pendant ma grossesse et je dirais même avant la grossesse lors du parcours de PMA. Et du coup, je me sentais assez incapable finalement au tout début de bien m'occuper de mon bébé. Et je me sentais vraiment un peu désemparée et je culpabilisais de ne pas réussir à m'occuper d'un bébé que j'avais tant désiré. Et après l'épuisement des jours et des nuits à essayer de comprendre pourquoi mon bébé pleurait, des consultations chez le pédiatre avec un bébé qui hurlait, d'où je sortais frustrée de ne pas avoir de réponse à mes questions. Je souffrais vraiment de ne pas me sentir capable de bien m'occuper de mon fils. Et mon fils a finalement eu un traitement pour le reflux gastro-œsophagien qui l'a vraiment aidé. En fait, il a aidé un peu, mais je pense plus qu'un peu. Et l'arrivée de ma fille, en fait, n'a pas vraiment aidé les choses parce que je me suis retrouvée avec 2 bébés à la maison. Ma fille pleurait aussi beaucoup et a eu un traitement pour le RGO finalement aussi. Et bon, j'étais épuisée, je me suis renfermée sur moi-même parce que je ne trouvais pas d'aide extérieure et donc je me sentais perdue, désemparée par tout ce que je vivais et je ne savais plus écouter mon instinct maternel et c'est ça qui est vraiment m'a fait penser à tout ce que je fais maintenant pour les mamans, c'est que j'avais vraiment perdu la confiance en moi et en mon instinct maternel. Et bon, j'ai fait une petite dépression du postpartum, je pense dû vraiment à l'épuisement et au fait de ne pas comprendre mon bébé. Et donc, avec la grossesse surprise de mon 3e bébé, 12 ans après ma fille, ma souffrance est revenue à jour en fait. Et puis je me suis dit, je ne peux pas revivre ce que j'ai vécu avec mes 2 premiers. Et évidemment, il y avait du temps qui était passé entre les 2. Alors, j'ai décidé vraiment de me former un maximum sur le développement des bébés, sur les neurosciences, sur l'éducation positive, bienveillante. J'ai participé dernièrement au diplôme universitaire sur le psychisme face à la naissance à l'hôpital Necker. Et maintenant, je continue à me former tous les jours. Et j'ai toujours été, en fait, depuis toujours été passionnée par cet état de grossesse pour une femme. J'ai toujours adoré les bébés. Et donc, c'est comme ça que finalement, j'avais pas compris quand j'ai eu mes premières grossesses à quel point c'était important de s'informer et de savoir quand même des choses sur les bébés pour ensuite pouvoir bien s'en occuper. Et du coup, ça nous donne une confiance en nous quand on a, je pense, plus d'informations. Et en fait, c'est un peu le fil conducteur de mon projet aujourd'hui. Je souhaite transmettre aux futures mamans et aux mamans des informations sur les nouvelles recherches sur les bébés et leur permettre de mieux se positionner dans leur rôle de maman pour avoir confiance en elles et surtout savoir écouter leur instinct maternel. Et donc le professeur René Friedman, à qui j'ai parlé de mon projet, qui est gynécologue obstétricien, je pense que vous le connaissez, spécialiste de la PMA et à l'origine de la première fécondation in vitro en France. Il me soutient dans ma démarche parce qu'il sait que les mamans ont un réel besoin d'être écoutées et accompagnées après la naissance de leur bébé. Et je m'appuie entre autres sur ces livres comme 9 mois pour informer les futures mamans et les mamans. Je fais aussi partie de l'association La Cause des bébés,
fondée par Myriam Sedger, qui est pédopsychiatre, psychanalyste, qui va intervenir aussi lors du DU, qui a une approche des bébés à travers la parole dès leur naissance. Elle a écrit de nombreux livres sur si les bébés pouvaient parler, ces 9 mois-là, une approche psychanalytique de la grossesse. Donc tous ces bouquins m'ont nourri. Et donc mon constat aujourd'hui, nous les femmes, on sommes confrontées à un problème générationnel, je pense aujourd'hui. Nos mères, nos grands-mères n'ont pas eu les mêmes informations lorsqu'elles étaient enceintes et lorsqu'elles s'occupaient de leur bébé. Et ces nouvelles mamans se tournent vers Internet, Facebook, YouTube, Instagram pour trouver des réponses à leurs questions. Elles sont perdues dans les forums, dans les groupes, où on trouve un peu tout et son contraire finalement. Et il y a confusion entre ce qu'elles lisent, ce qu'elles entendent, la pression sociale, ce qu'elles ressentent. Je l'aurais dû rajouter dans la traduction. J'ai surtout compris, après la lecture des témoignages de mamans dans le groupe Facebook, tel que le quotidien de la femme enceinte, qu'elles cherchent des réponses entre elles sur leurs expériences. Elles n'osent pas demander à leur médecin, à leur sage-femme, en les voyant pas de façon régulière déjà, et puis pas assez longtemps souvent. Et puis il y a des choses qu'elles n'osent peut-être pas dire ou demander. Ce qui ressort surtout de mes recherches et conversations avec les mamans, ainsi que des publications entre mamans sur Facebook, c'est qu'elles sont assez bien suivies et préparées à donner naissance, à donner la vie, mais très peu à gérer cette nouvelle vie qui va commencer avec leur bébé et avec leur couple. Donc il y a les deux, je pense. Et elles ne savent pas pour la plupart quels sont les petits désagréments physiques après l'accouchement, ceux qui les inquiètent souvent. Et elles ne sont surtout pas prêtes pour gérer leur manque de sommeil. Et elles ne sont pas préparées à s'occuper de leur bébé dès sa naissance et les semaines et mois qui suivent. Et la transmission et la bienveillance qu'il y avait avant autour d'une maman qui venait d'accoucher n'existent plus vraiment dans nos sociétés en fait. Les coutumes qui voulaient que les mères soient vraiment entourées et dédiées à leur nouveau-né pendant au moins 40 jours, avec la famille qui se relayait autour d'elles pour qu'elles ne s'occupent de rien d'autre que de leur bébé, n'existent plus trop dans nos sociétés occidentales. Et les femmes enceintes, elles lisent moins de livres sur la maternité et les bébés qu'avant. Et elles pensent trouver en fait toutes les réponses à leurs questions sur Internet. Et malheureusement, les réponses sont souvent très sommaires, très généralistes, et ça ne les rassure donc pas vraiment. Et la constatation que je fais au travers de ces mamans sur les réseaux sociaux, c'est qu'elles recherchent du soutien, de la bienveillance, le fait de pouvoir trouver des communautés de mamans qui vivent les mêmes choses qu'elles et leur permet de se sentir moins seules. Mais elles partagent leurs expériences, leurs conseils, mais surtout, je me rends compte par rapport à ce qui est revenu vers moi, le fait de trouver une personne avec qui elles vont pouvoir parler, échanger et qui vont avoir, en laquelle elles vont avoir confiance est très important pour elles. Et du coup, mon accompagnement personnalisé, je propose un accompagnement à travers Internet avec des vidéos sur les sujets qui les préoccupent beaucoup. Particulièrement, c'est les pleurs et le sommeil du bébé, mais aussi avec un relais via la messagerie WhatsApp, de façon à ce qu'elles puissent vraiment communiquer en direct avec moi, pour être en contact avec moi et avec des coachings téléphoniques si elles le souhaitent ensuite. Et à travers mon accompagnement des mamans avec leur bébé, je leur apporte un soutien bienveillant et réconfortant, une écoute attentive et une communication rassurante pour qu'elles aient confiance en elles et que je les invite en fait à trouver les solutions par elles-mêmes. Je voudrais leur donner des clés, les guider. Elles ont besoin d'une personne avec qui elles vont pouvoir partager leurs soucis, leurs souffrances et poser leurs questions sans se sentir jugées. Et ça, c'est important. Les femmes ont encore du mal à demander de l'aide et c'est ainsi qu'elles restent souvent seules chez elles, avec comme seul lien social finalement Internet ou les réseaux sociaux. Et j'ai reçu de nombreux messages Facebook privés de jeunes mamans perdues, désemparées par les pleurs de leur bébé, me demandant des conseils. Ma vidéo sur les signes pour reconnaître les éventuels signes de reflux de son bébé a beaucoup de succès et de nombreux partages entre mamans qui n'en peuvent plus de voir et d'entendre leur bébé pleurer sans comprendre pourquoi. Je leur donne une piste possible
dans cette vidéo, mais je sais que ce n'est pas la seule piste et les seules réponses à donner sur les pleurs d'un bébé, bien sûr. Et c'est pour ça qu'ensuite je souhaite aller plus loin avec elles, mais déjà c'est pour les interpeller. De nombreuses mamans sont venues du coup spontanément vers moi en message privé sur Facebook pour me poser leurs questions ou alors juste me raconter. Et ça c'est vraiment intéressant. Et lorsque je propose de les appeler, eh bien pour certaines, bien sûr gratuitement, elles ne souhaitent pas toujours. Et en fait, elles préfèrent souvent rester et continuer par message. Cette communication sans réelle identité leur permet de parler librement, je pense, et poser leurs questions et exprimer leur mal-être sans regard ni jugement. Avec la fatigue qui s'accumule, elles sont en proie à la dépression du postpartum et n'osent pas demander de l'aide ouvertement. Elles ont trouvé en moi, je pense, une écoute bienveillante, comme je disais, enveloppante, qui les rassure, leur permet de s'exprimer, de se sentir moins seules face à leurs questions, leurs souffrances. Parce qu'en fait, au final, elles veulent toutes se sentir des bonnes mamans, mais elles ont du mal à savoir comment faire. Alors, je voulais juste vous montrer, vous lire quelques exemples de messages que j'ai reçus. Bonjour, j'avoue que nous sommes un peu désemparés, surtout moi. Je doute énormément et j'ai l'impression de ne pas pouvoir soulager ma fille et l'apaiser. Sensation de ne pas être à la hauteur, de ne pas être une bonne maman. Bref, ce n'est pas la meilleure période en ce moment. Et ne pas arriver à mettre du sens derrière tout ça m'est très difficile. Une autre qui me dit « Ce qui est difficile, je trouve, dans ce genre de situation, c'est que la fatigue nous plonge dans un état second. On n'est plus vraiment objectif, on ne sait plus vers où se tourner. On tente, on écoute, on met en pratique, mais on est dans le flou malgré tout. Merci d'avoir pris le temps de m'écrire. » Alors, j'ai des remerciements, je voulais vous mettre, c'était juste pour vous montrer ce que j'aurais apporté. Je tiens avant tout à vous remercier pour votre aide et vos conseils. Comme toute jeune maman, j'étais perdue et je ne savais pas comment materner mon premier bébé. Votre coaching et votre soutien m'ont donné confiance en moi, m'ont aidé à surmonter ce moment de doute si particulier, à être plus proche de mon bébé, à faire confiance à mon instinct maternel. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre réponse qui me réconforte. C'est notre première et on est vraiment perdus. Vous me redonnez le moral. Merci beaucoup pour vos mots me consolent. Merci pour vos petits mots apaisants. Donc en fait, on voit à quel point elles ont besoin de tout ça. Merci pour des conseils, puis pouvoir discuter, ça fait du bien. Et ça, c'est aussi important. Une autre qui m'a fait un témoignage il n'y a pas très longtemps que j'ai rajouté hier. Quelle chance d'être un jour tombée sur votre page Facebook et d'avoir fait appel à vous. Vos conseils m'ont été d'un grand soutien quand mon fils de 7 mois ne faisait toujours pas ses nuits et qu'il tétait encore plusieurs fois la nuit. Nos échanges par écrit et téléphoniques m'ont permis d'être plus sereine et d'aborder les choses différemment avec mes enfants afin de mettre en place de vraies méthodes concrètes et efficaces. Je suis également ravie que vous m'ayez orientée sur le comportement à adopter avec mon fils de 2 ans qui semblait passer une phase difficile avec l'arrivée du petit frère. Je pense que toute maman s'interroge, se remet en question et culpabilise souvent. Entre ce qu'on lit, ce qu'on sait déjà, ce qu'on croit savoir, ce que la société nous dicte et ce que l'entourage sous-entend, une maman peut vite se sentir perdue face à toutes ces informations contradictoires. Voilà pourquoi vous rencontrer est une chance, vous permettez aux mamans de reprendre confiance en elles et de retrouver de l'énergie et de la motivation pour accompagner au mieux leurs petits. Et pour tout cela, avec encore un grand merci, je vous recommande à toutes les mamans, même celles qui semblent tout gérer à la perfection, car celle-là n'existe pas, c'est un mythe. Donc j'ai énormément de messages aussi sous ma vidéo sur le reflux sur Facebook, qui disent, par exemple, je suis en plein dedans aussi, donc toujours elle parle du reflux. Ma puce a des reflux depuis sa naissance, 1 mois, malgré le lait à air. Le pédiatre nous a prescrit Polycylal, mais ça ne fonctionne pas, je me sens impuissante. Bonjour, pareil pour moi. Elles se répondent en fait un peu sur cette page et On est un peu alors peut-être vous pourrez le lire si vous passez les... Mais donc voilà, je vais conclure par rapport au message. Mon projet, c'est juste un balbutiement, je pense, un début de ce qu'il faudrait faire pour aider ces nombreuses mamans seules chez elles la journée qui n'en peuvent plus et n'arrivent pas à s'occuper correctement de leur bébé. C'est bon ? Oui, c'est pas... J'ai enlevé la fin des... à la fin.
Non, juste des commentaires, enfin des... Il y a quelques réactions. Voilà, mon projet. Voilà, c'est là que j'étais. Donc mon projet n'est qu'un balbutiement en fait, de ce qu'il faudrait faire pour aider ces nombreuses mamans seules chez elles la journée et qui n'en peuvent plus, n'arrivent pas à s'occuper correctement de leur bébé. Je souhaite aller plus loin avec les professionnels pour trouver des solutions pour toucher plus de mamans qui se sentent seules avec leur bébé. Et je pense que si on n'aide pas ces mamans, nous aurons de plus en plus d'enfants hyperactifs ou avec d'autres soucis psychologiques parce qu'elles se retrouvent seules à s'occuper de leur bébé. Donc comment aider ces mamans à prendre confiance en elles, à se sentir moins seules, à comprendre mieux leur bébé. Nous sommes dans cette nouvelle communication écrite, instantanée, qui leur permet de pouvoir, au moment où elles le souhaitent, écrire leur message, poser leurs questions, partager leurs problèmes sans avoir à prendre de rendez-vous loin de chez elles, souvent et surtout en restant anonyme ou presque. Écrire fait du bien, soulage lorsque l'on n'est pas très bien psychiquement, mais c'est donc une forme de thérapie déjà pour ces mamans. Mais comment répondre et accompagner ces mamans avec les nouvelles technologies en gardant un lien, en apportant de la bienveillance avec un accompagnement personnalisé? Et lorsque l'on voit cette application, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une application censée décrypter les pleurs de bébés, aide-t-on les mamans à prendre confiance en elles? Seront-elles plus rassurées grâce à une application pour comprendre leur bébé? Je pense qu'au lieu d'encourager les mamans à avoir confiance en elles, à écouter leur instinct maternel, on leur dit qu'un robot sera mieux qu'elles. Comment mettre le contact humain au cœur des réseaux sociaux? C'est vraiment mon leitmotiv. Et c'est ce que je fais en répondant aux messages des mamans personnellement chaque jour, en les accompagnant avec leur bébé. Et je souhaite le développer plus à travers mon projet Comment devenir maman. Et je pense qu'il faut aider toutes les mamans qui ont donné la vie et qui ont du mal à s'occuper de leur bébé. Parce que pour moi, c'est la société de demain qui en dépend. Ça, c'est un peu... Je peux faire des commentaires rapidement, parce qu'en fait, c'est pour ça que je pense que les trois présentações são très différentes e c'est mieux qu'on fasse des questions. Eu acho que as três apresentações são muito diferentes, então por isso que eu estou privilegiando que a gente faça perguntas para cada final de apresentação. Né? Eu gostaria de fazer só um comentário sobre a apresentação de Virginie, que eu achei assim um ato assim de coragem, de beleza, ela ter assim trazido, né, essa experiência pessoal dela e dessa experiência ela ter engendrado esse canal de comunicação com as mães, né, e todo esse movimento que ela está fazendo, que ela estava me explicando no intervalo do almoço, de se munir, né, de cursos, especializações, não sendo uma profissional especializada necessariamente, mas ela está se munindo dessas informações, fazendo cursos de diploma universitário com a Miriam Seger para poder acolher melhor essas demandas, né? Je leur expliquais un petit peu ce que tu m'avais parlé à l'intervalle et que j'admire en fait ton courage, la beauté de ton geste, de pouvoir à partir de cette expérience personnelle se lancer dans cet univers maternel en utilisant les réseaux sociaux parce que quelque part c'est le langage contemporain. Comme on dit, je travaille aussi, je fais des recherches sur les réseaux sociaux et on dit que les réseaux d'aujourd'hui, c'est la rue d'avant. En fait, le réseau, c'est la rue. Eu faço comentário para Virginie, que eu também tenho algumas pesquisas de redes sociais e psicanálise, e eu digo assim, a rede de hoje é a rua de antes, né? É onde a gente circula as informações. Então, ao mesmo tempo que a rede, né, ela promove esse espaço do anonimato e da interseção em torno dessa mesma problemática, né, que essas mães vão buscar esse link para falar dos seus processos, né, em torno da gestação, ela, ao mesmo tempo que elas se resguardam, ela também detectou assim um certo desamparo, né? Porque no fim das contas essas informações estão muito fragmentadas, elas não conseguem, às vezes elas chegam a ter uma informação coerente,
outras vezes confunde. Então, é uma coisa que eu também descobri, je vais traduire Oui, après, t'inquiète. que eu descobri nas redes sociais, esse lado quase que, como o Heidegger trabalha no texto, que é isso, a metafísica, um fármaco. Ora ele é um remédio, ora ele é um veneno. Então ele tem essas duas facetas, né? Eu não tento a interpretar as redes sociais apenas do lado das economias neoliberais, o mercado de consumo e tal, mas também esse aspecto da facilidade, do anonimato, né? Mas que também não deixa de criar uma certa solitude, uma ilusão de social que não existe, né? En fait, ta présentation m'a fait penser à plusieurs choses. Et en fait, j'ai travaillé aussi sur des recherches autour des réseaux sociaux. Et on parle que les réseaux sociaux, c'est la rue d'avant, et qu'il y a un aspect dialectique dans la forme comme l'outil existe, parce que je me suis inspirée d'un texte de Heidegger qui s'appelle « Qu'est-ce que c'est ça la métaphysique ?», où il travaille le concept de pharmacone, soit comme médicament, soit comme poison. Et je pense que les réseaux sociaux, il a ces deux aspects, comme vous avez signalé. Ça veut dire, à un certain moment, il va rassembler ces femmes autour de cette problématique en commun, leur expérience autour de la maternité. Mais, comme vous avez dit, vous avez ressenti que beaucoup d'entre elles se rencontrent toujours dans une espèce de solitude incroyable, de dire, finalement, c'est facile, mais c'est des informations décousues. Alors, il y a une solitude aussi. C'est-à-dire, alors, il y a ces deux dimensions, quelque part, de garder l'anonymat et la facilité de pouvoir se livrer, mais en même temps, un vécu de solitude. Dans un des témoignages, il y en a une qui dit seule, trop seule, si seule. Vraiment. Ela disse que das testemunhas, ela disse só, muito só, né? Sempre só. E que é um pouco o que a gente observa nesse formato de relação. E uma outra coisa que me fez pensar o trabalho da Virginie é a questão das representações sociais, porque na teoria das representações sociais a gente trabalha muito, que é uma coisa que ela pode usar esse material até a nível de pesquisa, que o fato dessas mães se contarem, narrarem as suas experiências, já é por si só um efeito terapêutico, né? Se raconter, c'est-à-dire dans la théorie des représentations sociales, on travaille beaucoup avec les narrativités, le récit, le fait qu'elle se raconte dans des forums, à vous, ça veut dire c'est déjà une façon un effet thérapeutique suite à l'exercice de se raconter. Et c'est ce que je disais quand elles écrivent, finalement c'est un effet thérapeutique pour elles déjà d'écrire, de prendre le temps de mettre leur mal sur... mais elles pourraient l'écrire sur un papier, sur un carnet, mais elles l'écrivent sur les réseaux, ou elles me l'écrivent à moi. Donc elles attendent aussi une réponse en fait, quelque part. Ela acrescenta o fato de escrever, né, de deixar ali um traço, seja na página, né, do próprio canal que ela abriu, seja uma mensagem direcionada para ela, na qual ela vai esperar uma resposta, né? Então... Et en fait, il commence à s'établir un lien parce que à partir du moment où je commence à leur répondre sur n'importe quel sujet, là encore tout à l'heure, il y en a une qui est venue vers moi pour juste me tenir au courant de où elle en est sur sa grossesse, que tout va bien, parce que elle avait eu par exemple un décès dans sa famille, elle se sentait très stressée, elle avait peur pour son bébé in utero, de tout ce stress qu'elle lui envoyait, et il avait besoin d'être rassuré, donc je l'ai rassurée, et puis là elle vient de faire je crois deuxième échographie, et elle m'a écrit un petit message pour me dire tout va bien, on attend une petite fille, donc elle partage avec moi. Sim. E ela fala de todo
esse movimento, né, de partilha dessa situação que ela veio falar, de uma das mulheres que veio falar com ela, e que procurou de novo para dizer como é que ela se sentia et tal. Je pensais aussi, Virginie, que ce qui est en train de se passer là, dans cette expérience, c'est ce qu'on faisait avant. Je ne sais pas si vous connaissez une psychanalyste qui s'appelle Marie Balmary. Elle parle de sacrifice interdit, elle fait le rapport entre la psychanalyse et la Bible. Et en fait, elle parle de cet égrégoire des femmes qui se retrouvent à la sortie des écoles maternelles, surtout quand les enfants sont très petits, et qui se racontent leur expérience. Et ça, c'est très important. Et là, j'ai l'impression que vous êtes rentrés dans cette... vous avez prêté votre expérience personnelle pour rentrer en communication avec ces femmes. Oui, c'est vrai. En utilisant l'outil de réseaux sociaux, c'est un peu la facilité qu'on a aujourd'hui. Oui, pour toucher, je me dis pour toucher plus de femmes en fait. Je parlais avec Colline Traverten hier soir, juste après sa présentation, et je lui racontais un petit peu rapidement mon projet. Et lui me disait vraiment, je suis pour la communication, il faut que les femmes elles puissent communiquer entre elles et communiquer à d'autres personnes. C'est très important justement pendant la grossesse et après avec leur bébé. Donc, ela disse que ela dividiu essa experiência que ela contou hoje com o Colin Trevarten, e ele concordou com ela que ele acha que é muito importante que as mulheres tenham essas experiências de trocas efetivamente, né, que isso é altamente assim preconizável, né? E aí eu fiz um comentário para ela de uma psicanalista francesa que se chama Marie Balmary. Não sei se vocês conhecem, ela escreve sobre o sacrifício proibido, né, a psicanálise e o moine é o monge, né, ela é uma exegeta, ela faz uma leitura bíblica, ela faz vários contrapontos entre a teoria psicanalítica e a Bíblia, e ela fala, dentro dessas experiências do feminino, por exemplo, as mulheres que se encontravam antigamente, que ainda existem, nas portas das escolas primárias, sobretudo quando seus filhos estão pequenininhos, e passam horas e horas e horas a discutir sobre várias questões envolvendo a maternidade, aos cuidados, as trocas, né? Então, não sei se todas aqui são mães, mas quem já é mãe, quem, né, vai ser ainda, por exemplo, eu me lembro dessa experiência. Portanto, eu era profissional, sempre fui psicanalista, psicóloga, desde muito jovem, e quando eu tive minha filha, eu me vi horas e horas na porta da escola, né, conversando com as mães, né, horas, assim, chegava mais cedo, inclusive, para poder ter esse momento privilegiado de troca, e que como isso, por si só, tem um efeito terapêutico. Hoje a gente tem os grupos, né? Na época não se tem, hoje se tem os grupos, o WhatsApp no Brasil é muito comum, então isso acontece um pouco, mas ainda de uma maneira muito fragmentada, né? Mais je pense, si j'ai compris ce que tu dis en brésilien à peu près, mais je pense que oui, les mamans se rencontrent à la sortie de la maternelle. En fait, les mamans sortent de l'isolement à partir du moment où l'enfant va à l'école. Oui, là il y a un autre... Ou à la crèche peut-être, mais moi je pense surtout à l'école, la première année. Et là, effectivement, elles vont pouvoir communiquer et pouvoir échanger leurs expériences et peut-être sortir de leur isolement obligatoirement parce qu'elles doivent sortir de chez elles. Mais le problème, il est entre 0 et en France 3 ans, où c'est une longue période d'isolement. Oui, on va passer. A gente vai ter que interromper, infelizmente, a discussão e passar a apresentação da próxima mesa, Carolina. Eu acho que a gente pode estender um pouquinho, né, para a pausa café, porque está prevista para 3 horas, para que a gente possa escutar o trabalho de...